En nous tous existe un abysse, profond et ténébreux, terrifiant et dangereux. À ceux qui cherchent un abysse fantastique, magnifique, vivant et artistique, dont la complexité et le fonctionnement de ce qui y vit vous dépassent, je vous invite à regarder autour de vous. En notre monde, vous trouverez la beauté que vous recherchez si vous prenez la peine de l'observer. À ceux qui cherchent un abysse sombre et mystique, à l'exploration longue et difficile, dont la profondeur encore inconnue que vous y parcourrez marquera votre détermination, penchez-vous sur cet abysse. Celui qui, une fois décroché de son enveloppe, rapportera votre esprit en son centre pour le faire disparaître. Vous le retrouverez en vous. Personnellement, je me servirai de la nature, de son art et de sa beauté pour mieux explorer les profondeurs de mon âme. N'ayez pas peur et entrez. L'abysse. Un immense trou dont la profondeur est encore inconnue. À la fois paradis et enfer, il fut découvert plusieurs centaines d'années auparavant par des explorateurs. Les richesses qu'il contient attira de nombreuses âmes d'aventuriers, mais sa faune et sa flore dangereuses et uniques à celui-ci faisaient de nombreux morts lors de leur descente. Mais ils étaient loin de se douter que le plus difficile serait de remonter. L'homme n'était pas la bienvenue, ou en tout cas, pas le bienvenu à repartir. Remonter de cet enfer signifie subir un lourd fardeau qui, plus l'on descend, grandit. Sachant cela, une communauté se forma autour de l'entrée de l'abysse. Les explorateurs spécialistes de celui-ci furent nommés les caverniers, et l'abysse fut alors divisé en niveaux, en fonction de l'intensité de sa malédiction. Commençant par le premier, où remonter vous fait ressentir de simples vertiges et des vomissements, jusqu'au 7e, dont la malédiction de celui-ci est du niveau 6 qui le précède, signifie mourir, ou pire. Cependant, son appel est bien plus fort, alors les caverniers créèrent des rangs, définissant jusqu'où ils sont autorisés à descendre. Allant du grelot, simple apprenti interdit d'approcher encore l'entrée de l'abysse, au sifflet noir, autorisé à descendre jusqu'au 5e niveau, d'où la remontée est difficile mais toujours possible. Parmi eux, certains héros parviennent à surpasser ce statut, autorisés à descendre alors en dessous du 5e niveau, là d'où l'on ne peut jamais remonter. Ces héros connus de tous dont la force et les exploits en font rêver plus d'un, on les nomme les sifflets blancs. Fille de sifflet blanc et orpheline depuis le dernier plongeon de sa mère dans les entrailles de l'abysse, Rico rêve d'une chose, retrouver sa mère au centre de la Terre pour découvrir avec elle tous ses trésors et ses malédictions. Accompagné d'un robot amnésique venant du fond de l'abysse sobrement nommé l'égout, Rico s'enfuit de l'orphelinat des caverniers pour un voyage plus ou moins long dont le retour n'est pas envisagé. Laissez-moi vous montrer aujourd'hui ce que leur voyage nous cache. Laissez-moi vous montrer ce dont parle cet abysse. Laissez-moi creuser ses entrailles chaudes. Laissez-moi vous montrer le cœur. Vous montrer ce que l'amour fait à un homme. Préparez-vous à descendre. Bienvenue dans mon abysse. Bonjour et bienvenue au premier niveau. D'ici vous pourrez encore remonter avec la tête qui tourne ou avec des étoiles dans les yeux. En tout cas, je l'espère. Comme le premier niveau est l'ouverture sur le monde de l'abysse, cette partie vous introduira à l'anime Made in Abyss sans spoil afin que vous puissiez remonter sans vous gâcher le voyage. Pour les voyageurs temporels, vous pouvez accéder aux différents niveaux de cette vidéo via les chapitres en barre de lecture ou en description. Mais attention, à partir du 2e niveau, vous serez sévèrement touché par la malédiction du divulgachage de l'anime, puisque je vais y analyser les thèmes et les intentions de cette œuvre. Vous êtes prévenus. Made in Abyss est un monde fantastique créé de A à Z, réaliste et vraisemblable. Oubliez la magie, les gobelins ou les dragons du médiéval fantastique et découvrez la beauté et la cruauté de la nature, d'une humanité faible, proie de toute créature carnivore et des plantes vénéneuses décrites avec précision et complexité, proie des aléas des environnements, de la malédiction de l'abysse mais aussi et surtout d'eux-mêmes, de leur propre connaissance, de leur avidité et de leurs besoins. Plongez dans une aventure aussi belle que traumatisante mais non pas moins magnifique,
Ses décors naturels sublimes, colorés et gigantesques, leur ambiance envoûtante aux 1000 chuchotements dans lesquels vos émotions virevolteront d'un opposé à un autre, au partage d'une aventure profonde et bouleversante, à l'animation et à la musique émotive et transcendante. Découvrez l'histoire de ces personnages dans ce qu'elle a de plus profond, mais également leur personnalité, leur mimique, leur goût, leur passion, leur prédisposition ou leurs lacunes. Comme nous, certains vivent, d'autres survivent ou encore cherchent à mourir. Suivez les aventures d'une petite fille qui idéalise l'endroit le plus dangereux du monde et qui ne sait pas elle-même si elle y va pour retrouver sa mère ou par curiosité. Faites attention cependant, si vous êtes sensible, cette aventure pourrait vous faire repartir avec des peurs que vous n'aviez pas auparavant. Si je reste aussi vague, c'est pour limiter votre attente, car pour moi, il ne s'agit pas d'une œuvre que l'on peut présenter sans réduire une partie de son effet. Comme toute autre œuvre, Made in Abyss est une expérience subjective certes, mais émotionnellement touchante et bouleversante. C'est pourquoi je souhaite, si vous ne l'avez toujours pas regardé, vous reconduire vers la sortie de cette expérience vidéoludique, et vous inciter à vous faire votre avis vous-même sans aucune forme d'a priori positif ou négatif. Et maintenant que vous savez tout, parlons analyse, parlons thématique, parlons émotion. Je vais vous montrer ce qu'est et ce dont parle Made in Abyss du point de vue d'un étudiant en cinéma, amoureux d'art et de nature, mais surtout passionné. Je suis Guéra, le démon du crépuscule, bienvenue dans l'Abysse, bienvenue dans mon analyse d'une œuvre de la pop culture et d'une partie de mon âme. À partir d'ici, vous vous exposez à la malédiction du spoil de mon œuvre. Si vous avez choisi de continuer, c'est que vous avez vu tout l'anime, ou que vous êtes un délinquant pas assez convaincu par mon charabia incompréhensible. S'il y a quelque chose qui me déçoit dans les séries de manière générale, c'est leur manière de raconter. Car malgré le format épisodique qui donne beaucoup de temps de développement aux auteurs, je trouve que les univers créés de A à Z ne se penchent pas forcément sur les petits détails et restent concentrés sur l'histoire principale. Là où Made in Abyss est très fort, c'est qu'il arrive à nous décrire en très peu d'épisodes un univers nouveau avec ses propres règles, tout en prenant le temps de nous décrire avec grande précision le fonctionnement de la faune et de la flore de l'Abysse, ainsi que les petits détails de caractère de ses personnages. Un environnement aussi varié que l'Abysse doit vivre constamment, et c'est ce que l'anime nous fait ressentir en nous montrant les tonnes de petites bestioles qui virevoltent sur tous les plans, ainsi que le détail des plantes dans l'arrière-plan. Pour moi, cela joue dans cette intention de réalisme toute particulière que l'anime voue à son histoire et à son univers tout en restant fantastique bien sûr. On le ressent aussi bien dans son scénario qui montre qu'aucun personnage n'est insensible que dans les sujets qu'il aborde ou de la manière dont il les traite. Montrer la réalité de la vie et de la condition de l'homme dans telle ou telle situation. Comment pouvons-nous être pour le travail des enfants quand on est un occidental privilégié? Bien sûr que de notre point de vue, il serait préférable que ces enfants aillent à l'école pour s'instruire peut-être. Mais comment fait-on quand on n'a rien? Quand manger n'est plus une routine mais une victoire. Les enfants de l'orphelinat doivent travailler et rendre toute leur travail à l'orphelinat. Ils contribuent au revenu de la structure qui en utilise une partie dans leur éducation. On ne parle pas de simple aide ou de travail à l'usine, mais bel et bien d'un travail à la mine. Une mine gorgée de prédateurs dont la malédiction qui opère à leur remontée les affecte plus que les adultes. Et pourtant, ces enfants sont heureux, bien plus que dans les quartiers pauvres de l'Abysse où ils mangeaient des déchets pour apaiser la sensation de faim. L'éducation y est rude, mais à l'image de la difficulté de leur survie à tous. Il vaut mieux vivre dans l'orphelinat que seul dans l'Abysse, qui lui aura une éducation des plus radicales. Dans l'Abysse, l'homme retrouve son statut de faible. Un animal qui ne va pas spécialement vite, pas spécialement agile pour se cacher ou se camoufler, et qui ne rivaliserait pas non plus au corps à corps. L'homme qui parcourt l'Abysse est face à lui-même et à sa propre faiblesse, le moindre écart pouvant lui coûter la vie. La nature n'est pas juste et c'est pour ça que les animaux de l'Abysse ne ressentent pas la malédiction autant que les hommes. Envahisseur venu de la surface par avidité, cet environnement lui montre sa faiblesse et son inadaptabilité plus il descend. Car en plus de ne pouvoir remonter, l'homme ne voit pas le champ de force qui permet aux animaux de l'Abysse de prédire les mouvements de leur proie. Ainsi, les meilleurs survivalistes de l'Abysse deviennent méconnaissables pour les gens de la surface. Des êtres étranges au corps et à la personnalité distordue, souvent égoïstes. Par exemple, la mère de Rico qui l'abandonne à peine après l'avoir remonté de l'Abysse pour retourner au fond du gouffre, laissant ainsi sa fille seule. Sacrifier son propre corps pour obtenir son sifflet blanc, tuer et torturer pour faire avancer la science et sa passion. Les sifflets blancs sont des êtres qui peuvent paraître détestables et leurs choix extrêmes, mais qui, pour une certaine raison, nous est inconsciemment compréhensible. Comme Nanachi, malgré les horreurs que Bandordo a pu lui faire subir, on n'arrive pas à le détester.
Car dans la nature, celui qui survit n'est pas le plus fort physiquement ou mentalement, pas le plus intelligent, pas celui qui reste gravé sur ses convictions, pas celui qui ne souffre pas, mais celui qui fait des choix. Le choix de vivre et de rêver, qu'importe le prix à payer. Oui, ce qui fait le sel de Made in Abyss, ce sont ses contrastes. Marquer son spectateur n'est pas une chose si aisée que l'on le pense. Surtout si l'on débute notre œuvre dans un monde sombre et inquiétant. Pourquoi les jeux comme Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime ou les séries d'animation comme Happy Tree Friends choquent et marquent le spectateur? Car ce sont des types d'horreur basés sur le contraste et l'inconfort. FNAF met en scène des peluches animatroniques qui prennent vie dans une pizzeria et cherchent à vous tuer, là où elles sont censées amuser les enfants. En plus de leurs aspects à la fois mignons et terrifiants, les animatroniques et le restaurant contrastent avec l'ambiance qui s'en dégage et l'histoire qui les entoure. Made in Abyss, c'est pareil, un jeu de contraste constant qui, à la manière d'un Happy Tree Friends moins extrême, joue avec le côté mignon et enfantin de son style graphique, de ses personnages, ses couleurs, ses environnements fantastiques ou de sa musique pour mettre à l'aise son spectateur dans les premiers épisodes, qui s'attend ainsi à regarder un anime chill et mignon afin qu'il se fasse satelliser de douleur en descendant dans les profondeurs. Plus les enfants descendent, plus leurs maux sont grands, plus leur souffrance et la nôtre est immense. Mais malgré cela, on reste persuadé intrinsèquement que l'anime n'ira pas plus loin dans cette souffrance, alors qu'il s'amuse constamment à nous avertir. Par la mise en scène, comme lorsque Rico et Legu sautent en direction du fond de l'abysse, se voyant totalement submergés par un fond complètement noir, qui prémonise déjà la nature de leur descente, des ténèbres, profonds et infinis, dont aucune paroi n'apparaît pour espérer une remontée. On joue constamment avec nos sentiments et nos attentes, entre la joie et le trauma, le dégoût et le mignon de Menia qui lèche le sang de sa maîtresse compacté façon drawer de Minecraft, suivre les aventures de héros aux âges compris entre 12 et 16 ans qui sont matures dans un certain sens où ils ont une grande connaissance des dangers de l'abysse et de leurs priorités de survie, mais également très naïfs et tombent dans tous les pièges les plus vicieux de l'abysse, mais surtout des hommes qu'ils rencontrent, sans jamais s'être soucié que Legu perdrait son bras, Nanachi son corps et son ami Ubueko Illumiui. On montre l'homme dans tous ses retranchements, et c'est en ça que c'est kiffant. On voit des souffrances que jamais nous ne pensions pouvoir voir, et pourtant les enfants qui les subissent continuent à arborer des sourires, à vivre et s'amuser alors que tout autour d'eux veut leur mort. On peut passer des adieux les plus déchirants de la Japanimation à une scène des plus joyeuses où Nanachi découvre les joies d'un bon plat pour la première fois de son existence. Saupoudré d'un humour léger et réaliste dans l'objectif non pas de faire rire aux éclats car cela desservirait l'ambiance et le rythme de l'anime, mais bien pour nous rassurer et nous donner cette joie qu'il nous faut pour apprécier la souffrance qui va suivre, car il n'y a aucun intérêt émotionnel à montrer de la souffrance sur de la souffrance. Une fois au fond du trou, on s'habitue à ces ténèbres. On ressent donc les sentiments des personnages car comme eux, on vit leur ascenseur émotionnel et non seulement leur aventure destructrice. C'est cette oscillation entre joie et trauma qui continue à nous marquer. Comme la vie assez haut et assez bas, même si vous avez vécu plus profond, même si vous vous y attendiez, les descentes ne sont jamais une partie de plaisir. L'abysse donne à tous ceux qui lui vouent corps et âme, vie et mort, bénédiction et malédiction. Ces mots ne sont pas anodins et font partie d'une chose bien plus grande, au-delà d'une cité formée autour d'un gros trou. Or, c'est une communauté, un pays, une famille qui, comme toute civilisation plus ou moins cloisonnée, développe sa propre culture. Aussi extrême que des peuples qui vivent dans le désert ou dans la jungle, les habitants de l'abysse doivent s'adapter à leur environnement et en tirer le plus grand parti. La nature n'étant pas juste et étant compliquée à comprendre, on crée des mythes, effectue des rituels, des sacrifices guidés par une chose, la foi. En quoi ? En une entité supérieure, un esprit incarné à la fois dans les animaux, les végétaux ou l'environnement lui-même, qui déciderait plus ou moins directement le sort et les événements qui toucheront les hommes. Un dieu. Voilà ce qu'est l'abysse, un être supérieur doté d'une conscience qui décide ou non des obstacles qu'il donnera aux caverniers qui osent fouler sa demeure. Une religion entière se construit donc autour de l'abysse. On crée des mythes et des expressions dans le but d'expliquer des phénomènes, mais aussi et surtout pour se rassurer, pour continuer quelles que soient les horreurs que l'on rencontre, toujours avancer de plus en plus profond vers notre seule fin. Dire que l'abysse donne tout au cavernier qui lui voue tout est une manière de se dédouaner de ce qui nous arrive. Cela n'est de toute façon point notre faute, mais la volonté de l'abysse. Dire que manger les créatures de l'abysse vous rend plus fort et que tout ce qui lui prend devra lui être rendu est une manière de ne pas culpabiliser après avoir pris la vie d'un être qui n'avait rien demandé. À notre mort, ces âmes que nous lui avons précocement renvoyées seront remboursées par la nôtre.
Ce qui ajoute encore à la faiblesse de cette humanité, incapable de rester sain mentalement si elle ne comprend pas ou ne sait pas ce qui va lui arriver après la fin, incapable de prendre la vie d'un autre sans donner une excuse externe à sa propre survie. Comme toute bonne secte ou religion, celle des habitants de l'Abysse se base sur des événements historiques, des écrits sacrés, des guides. Les sifflets blancs. Ce sont eux qui maintiennent les adeptes et les caverniers en admiration pour l'Abysse. Ce sont eux qui font les découvertes historiques, eux qui dessinent les êtres et concepts entourant l'Abysse. Leurs noms sont connus et respectés de tous, leurs écrits ne sont en aucun cas contestés et leur mort n'est pas une fin. Car en plus d'avoir une fête en leur mémoire, les âmes des sifflets blancs retourneraient au centre de l'Abysse pour en devenir une de ses voix, guidant les futurs caverniers dans leurs expéditions. Développée au fur et à mesure que l'histoire avance, par les dialogues des personnages, leurs réactions, mais aussi la voix off qui récite poétiquement les légendes de l'Abysse, la religion et les mythes du trou s'étoffent et apportent autant de réponses qu'ils ne posent de questions. Plus l'on avance, plus l'on connaît cet enfer, plus l'on visualise la profondeur des ténèbres qu'il nous reste à éclairer. L'Abysse est parfois associé à la divine comédie ou à l'enfer lui-même, où les âmes des pécheurs cherchent à rejoindre son centre où se retrouveraient les portes du paradis. Et en ce sens, l'homme n'est pas la bienvenue en celui-ci. Il est donc testé, les plus méritants atteindront malgré leur faiblesse originale le fond du dieu. Ils ne sont d'ailleurs pas dessinés ni animés de la même manière que les monstres de l'Abysse et les décors de celui-ci. En plus de marquer leur danger et la méconnaissance des caverniers à leur égard, les animaux de l'Abysse sont dessinés sans line précis et leur corps n'est pas parfaitement séparé du décor de l'Abysse. Là où nos personnages ont bien cette démarcation, sauf dans de rares cas où ils se rapprochent plus de l'Abysse et d'une forme sauvage comme dans la séquence où l'égout perd le contrôle total de son corps. Les êtres qui veulent parcourir l'Abysse doivent donc s'y habituer et en ce sens se transformer. Là où les hommes peuvent être des envahisseurs, les Naréatés seraient des hommes qui ont subi l'Abysse et ont fini contre leur gré à s'habituer et à ne faire qu'un avec celui-ci. D'où le fait que Nanachi puisse voir le champ de force, mais aussi et pourquoi les habitants d'Île Brune peuvent vivre en dehors du village, car l'Abysse les a permis de faire partie de lui en échange de rester à jamais dans le corps qu'ils ont martyrisé pour leurs intérêts. Contrairement à eux, les sifflets blancs sont légèrement différents. Ils n'ont pas subi leur adaptation à l'Abysse, mais l'ont forcé, lui offrant tout, dont leur corps et leurs personnalités initiales, pour obtenir de lui ses bénédictions. Les sifflets blancs ne sont pas, comme la religion le veut, des surhommes, mais bien des monstres plus proches de leur dieu que de l'humanité. L'Abysse serait donc mère de toutes choses, puisqu'en le rapportant à un dieu, c'est lui qui donnerait vie à ceux qui l'influencent. Et c'est là l'un des thèmes les plus forts de Made in Abyss, la maternité. De nombreux symboles lui sont liés. Rico se retrouve souvent dans des situations qui peuvent faire penser aux entrailles et à l'organe reproducteur féminin. Illumyui, elle, est en ce sens l'incarnation de cette maternité. Tout comme l'Abysse, Ilbru transforme les humains qui rentrent en elle. Mais le seul être à qui elle a donné réellement naissance ne peut entrer en elle, car comme tout enfant, il lui est impossible de retourner dans le corps de sa mère sans forcer sa destruction. On note aussi que le lien le plus développé et important pour les personnages de l'Abysse est celui de la famille. Chacun recherche plus ou moins ce lien maternel. L'égout recherche son créateur, Nanachi est venu en l'Abysse en l'absence de famille et il rencontre Bondurdo qui fera figure de père pour elle et est littéralement le créateur de sa forme de Naréaté, ou encore même Rico qui cherche littéralement sa mère dans les tréfonds du trou et qui, je le rappelle, est née et morte en son centre et qui renaît grâce aux reliques de l'Abysse lui-même. Et comme toute créature revenue à la vie, Rico cherche à retourner au centre de l'Abysse, au centre de celui qui l'a vu naître. Rico part à la fois à la recherche physique de sa génitrice originelle, mais parcourt également les entrailles du dieu qui l'a vu renaître. Plus l'on subit les horreurs de l'Abysse, plus il nous bénit, plus il nous maudit. Plus l'on se rapproche de lui, plus nous devenons ses enfants. Nous retrouvons petit à petit notre forme optimale, celle qui nous permet de tirer le plus grand parti de ses pouvoirs, lire son champ de force, partager avec les autres enfants nos souvenirs, nos émotions ou nos malédictions pour accorder peut-être à notre fin de retrouver cette mère que nous avions perdue. Mais alors, dans ce labyrinthe sombre et douloureux, qui sommes-nous? Quelle est notre place à nous spectateurs?
Déjà, il est important de noter que nous vivons le point de vue des personnages que nous suivons, et mieux, le point de vue de l'histoire qui nous est montré est en quelque sorte partagé par les personnages que l'on découvre. Au début de l'anime, on suit le point de vue de Rico, passionné et enthousiaste, qui ne fait qu'idéaliser l'abysse sans se rendre véritablement compte des dangers qu'il représente. On nous montre une crevasse fantastique où vivent monts et merveilles, mais l'on passe rapidement sur le point de vue de l'égout, lorsque nos deux protagonistes descendent dans l'abysse. Toujours très innocent mais moins idéaliste de l'abysse, le danger existe et est présent. Rico est une petite fillette fragile et sans défense qu'il lui faut protéger à tout prix. Ce qu'il échouera à faire et nous permettra de suivre le point de vue d'un autre personnage, celui de Nanachi. Oui, je m'autoref, mais je savais que vous le vouliez. Me remerciez pas, c'est cadeau. C'est à partir du moment où Nanachi entre en scène que l'anime prend vraiment cette tournure sombre et émotionnellement traumatisante. On passe du point de vue encore optimiste de l'égout à celui dépressif, voire même suicidaire de Nanachi. Tout devient un danger potentiel beaucoup plus dangereux que tout ce qui existait avant. Mais l'on découvre aussi et surtout que les êtres les plus dangereux de l'abysse ne sont pas ses premiers habitants, mais bien les hommes. Les plans subjectifs ne sont pas ce qui manque et intensifient notre partage de l'histoire avec ces personnages en nous faisant ressentir par le son et l'image les dysfonctionnements que leur corps subissent. Par exemple lorsque l'égout s'évanouit ou que Rico aux portes de la mort ne ressent même plus la douleur qui émane de sa main. Ce sont des émotions que l'on partage avec eux grâce aux très bons effets visuels, à la musique de Kevin Penking et aux ambiances sonores. Dans la saison 2, on a également le point de vue de Bueko qui vient nous conter son histoire en chevauchant parfois même celle de Rico et de sa bande. Elle est l'une des quelques voix off que l'on peut entendre, parmi celles de l'égout et d'une voix de femme qui apparaît quasiment au début et à la fin de chaque épisode de la saison 1. Mais pourquoi nous parle-t-elle à nous spectateurs? Et qui peut bien être cette première voix off? Y'a rien à analyser là mon frère, va te coucher. Non, justement, je trouve ça intéressant. Je pense qu'à l'instar des deux autres, cette voix n'est pas extérieure à la diégèse de l'anime et en fait donc partie. Il pourrait y avoir plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir de la voix de Lisa, la mère de Rico, qui nous conterait l'histoire de sa fille en tant que voix de l'abysse, puisque sa mort nous est toujours plus ou moins affirmée et infirmée. L'égout lui participerait une fois car il est lié à Lisa, et Bueko intervenant pour son histoire personnelle car elle fait partie de l'histoire de Rico car elle la lui raconte en personne. Mais il pourrait aussi bien s'agir de la voix de l'abysse lui-même. Il nous conterait les débuts de l'aventure lui-même, laissant la voix de l'égout et Bueko raconter leurs propres expériences en tant que voix de l'abysse. Ceci dit, pourquoi cette conscience parlerait-il de lui à la troisième personne du singulier? Et si les voix que nous entendons sont depuis le début les voix de l'abysse? Et si, au lieu d'une conscience supérieure, la voix qui nous conte poétiquement les mythes de l'abysse et l'aventure d'une enfant revenue à la vie n'est tout simplement pas celle de Rico elle-même? Sa voix, au moment où son voyage a pris fin. La voix d'un sifflet blanc et des êtres qui l'ont accompagné dans son voyage pour nous guider dans l'aventure qui est la nôtre. Voilà donc quelle est notre place dans cette histoire, celle non pas d'un spectateur mais d'un voyageur qui, comme les autres, est guidé par les voix qui lui ont précédé. Mais dans quelle aventure? À ma connaissance, nous n'avons pas encore découvert l'abysse, ou en tout cas, pas immergé. Mais avant d'y répondre, ces deux parties sont sensiblement liées. La malédiction de ce niveau est la même que celle du 7ème, puisqu'à partir d'ici, la remontée est impossible. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça doit être car cette aventure vous plaît. Vous pouvez, si vous désirez la soutenir, la partager, la liker ou vous abonner. Qui sait, cela influencera peut-être son déroulé. Certains aiment comparer l'abysse à une sorte d'analogie du projet, car lorsque l'on se lance dans un nouveau projet, professionnel ou non, du simple déménagement à celui de créer une famille avec l'être aimé ou encore de tout plaquer pour partir vivre à l'autre bout de la terre, on se lance dans une aventure qui, en fonction de sa difficulté, sera plus ou moins chronophage et plus ou moins difficile. Plus vous donnez de votre temps à un projet, plus vous vous enfoncez dans celui-ci et plus l'abandonner pour en ressortir sera compliqué. Car c'est du temps que vous aurez perdu. Plus vous descendez dans le fond de l'abysse, plus remonter vous sera difficile car la malédiction en sera de plus en plus violente jusqu'au point de non-retour, celui où vous ne pouvez plus abandonner votre projet car il vous a demandé trop de temps et d'énergie. Mais en fait, c'est bien plus que cela. L'abysse est une allégorie non pas d'un projet unique, mais bien de la vie. Les différents niveaux représentent eux la difficulté des objectifs que l'on cherche à accomplir, certains plus difficiles à atteindre que d'autres, certains dont nous pouvons remonter avant ou après les avoir atteints, et d'autres, comme celui de Rico, est une aventure qui, l'on le sait, ne pourra pas être abandonnée.
S'aventurer dans l'abysse représente la difficulté et notre faculté que l'on a à faire des choix. Là où Horse représente le confort, cette zone qui te permet de vivre facilement mais qui en d'autres termes t'enferme dans une facilité qui t'empêche d'accomplir tes rêves et ne te permet qu'à peine de les rêver. En ce sens, le voyage de Rico pourrait encore une fois se rapprocher au principe de maternité, mais bien dans le sens inverse. L'orphelinat représente alors le foyer familial, la sûreté, un lieu où l'enfant sait qu'il pourrait rester sans se mettre en danger. Rico, elle, comme un enfant qui souhaiterait quitter la maison de ses parents, se jette dans une aventure sans retour pour vivre sa propre vie et faire ses propres choix. La course qu'elle entreprend entre les membres de l'orphelinat qui souhaitent la rattraper et le second niveau pourrait représenter la famille. Les êtres chers qui cherchent à vous retenir, évitez que vous ne vous lancez dans des aventures trop dangereuses dont vous savez ne jamais revenir mais dont la réussite, elle, est incertaine. Même si Rico cherche sa mère au fond du voyage, elle est en réalité une excuse pour permettre à Rico de vivre ses propres rêves. Partir pour le plus profond de l'abysse, c'est non seulement quitter sa zone de confort, mais savoir aussi qu'une fois le 6e niveau atteint, vous ne pourrez plus vous retourner. Vous ne retournerez jamais à cette zone si agréable et chaleureuse. Vous ne vivrez alors plus que pour votre objectif, lui et lui seul, parcourant tous les dangers afin d'espérer le toucher avant que votre fin ne vous rattrape. Bien que nous demander quel est notre rôle dans cette histoire puisse nous apporter des réponses, je pense qu'il vaut mieux se poser la question inverse. Se demander quel est le rôle de l'art dans notre vie, quel est le rôle de cette œuvre d'art qu'est Made in Abyss. Eh bien pour ma part, l'art me pose des questions, non pas directement, mais il prend ma propre conscience et lui fait se poser ses propres réflexions. L'art est fait pour nous changer, nous bouleverser. Chaque personne aura ses propres questions face à ce qu'il interprète comme une œuvre d'art et y trouvera ou non ses propres réponses. De manière consciente ou non, l'abysse m'en a posé des tonnes, un nombre tel que je ne saurais les compter. Mais ce que je sais, c'est qu'elles viennent toutes d'un même centre, au plus profond des ténèbres, là où la lumière n'est plus, dans un abysse qui est le nôtre. L'amour est son centre. C'est de cette unique malédiction que tout prend forme. Bien qu'à la fin du chemin, seules les ténèbres nous attendent, dans l'espoir qu'elles soient chaleureuses, êtes-vous prêt à plonger ? Moi oui.